Salut chers amis sur Facebook, salut chers enseignants, salut chers professeurs. Aujourd'hui, je reviens pour continuer notre thématique parce que bientôt c'est la rentrée scolaire suivie de la rentrée académique. Je fais ce coaching en direct parce que j'ai besoin de contribuer à l'amélioration de l'éducation et surtout de l'enseignement en RDC, en Afrique. J'ai écrit un livre « Apprendre pour réussir son enseignement ». C'est sur Amazon. Il suffit d'aller sur Google ou sur Amazon, écrivez seulement « Livre de Dr Julius ». Vous écrivez « Apprendre pour réussir son enseignement ». Vous allez voir ce livre-là, c'est accessible partout au monde. Ce livre parle de la neuropédagogie. La neuropédagogie, c'est-à-dire que c'est de l'enseignement basé sur les découvertes sur le cerveau. Comme je l'ai expliqué, l'enseignement est basé sur le développement du cerveau. Parce que l'enseignement concerne les cerveaux. Nous avons déjà expliqué que l'enseignement concerne d'enseigner un cerveau qui enseigne notre cerveau. Et comme il y a eu beaucoup de découvertes, on a compris beaucoup de choses par rapport aux erreurs du passé. Et on est en train de rectifier la pédagogie. On est en train de rectifier l'enseignement, l'andragogie, sur base de connaissances sur le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui apprend. Je l'ai dit, je vais le répéter. Tu ne peux pas être un pilote sans apprendre l'avion. Tu ne peux pas être un chauffeur, un conducteur de véhicule sans apprendre sur la voiture. Tu ne peux pas enseigner sans apprendre sur le cerveau. Là, c'est vraiment catégorique, c'est vraiment spécifique. Tu ne peux pas être un professeur d'université sans connaître le cerveau apprend comment. Tu ne peux pas être un enseignant, un pasteur, un prédicateur, comme mon ami, mon pasteur Dieudonné. Pour enseigner les autres, il faut connaître les cerveaux, parce que vous enseignez les cerveaux. Lorsque nous prêchons les cerveaux. Lorsque nous enseignons les cerveaux. C'est que, chers professeurs, chers enseignants, chers parents, voilà pourquoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui de la neuroéducation, neuropédagogie. Et j'ai déjà expliqué, j'ai déjà circonscrit le contexte dans la première partie. Ceux qui ont raté ça peuvent me demander, je peux renvoyer la vidéo. Et comme j'avais promis, aujourd'hui je vais m'adresser spécialement aux enseignants et aux professeurs. Ceux qui enseignent, ceux qui transmettent la connaissance. Comme ça, prochainement, je vais parler maintenant aux élèves et aux étudiants, aux apprenants. Je vais leur donner des astuces et des techniques. Mais aujourd'hui, je donne les astuces et les techniques aux enseignants. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'ai écrit ce livre, je voulais aussi organiser des conférences pour avoir des avis et considérations des universités. J'ai écrit aussi au ministère de l'EPST pour avoir aussi les avis et considérations. J'ai exposé là-bas deux fois. Une fois, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts. Lorsque j'ai écrit, et le DG, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours la même personne, m'a invité. Et je suis arrivé là-bas et j'ai rencontré le secrétaire général académique de l'Académie des Beaux-Arts. À l'époque, je voulais proposer une conférence avec les étudiants pour leur montrer les méthodes et les techniques pour réussir aux études. Et il a déjà voulu en savoir plus de la matière que je vais parler. Et je lui ai parlé de la neuropédagogie, de la neuroéducation. Je lui ai expliqué le contenu de ces livres. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était accompagné avec, je crois, des autres professeurs. Ils m'ont dit, docteur, c'est que vous êtes venu apprendre aux étudiants. Nous-mêmes, professeurs, nous ne connaissons pas ça. Nous-mêmes, professeurs, nous n'avons pas appris ça. Comment est-ce que vous allez apprendre ça aux étudiants? Laissez-nous le temps, nous allons nous organiser, nous allons vous inviter
pour nous enseigner ça d'abord, nous expliquer ça d'abord. Comme ça, après, vous allez en parler aux étudiants. Malheureusement, ils ne m'ont jamais rappelé. Peut-être qu'ils sont très occupés. Mais voilà l'occasion que je veux offrir à tous les enseignants du Congo, de l'Afrique, à tous les professeurs, pour apprendre quelques notions sur le cerveau. J'ai déjà expliqué les neuromythes, c'est-à-dire les erreurs du passé qu'on a cru que c'était vrai. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux techniques, on a compris que c'était des faussetés. Et les découvertes, j'ai aussi expliqué. Aujourd'hui, je vais parler aux enseignants. D'abord, je vais donner une notion capitale pour le cerveau. Le cerveau a 3 fonctions principales. Notre cerveau a 3 fonctions principales. La première fonction du cerveau, c'est une fonction perceptive, de la perception ou sensorielle. C'est-à-dire le cerveau a pour rôle de capter les informations. Ça, c'est la première fonction du cerveau, capter les informations. Et le cerveau capte les informations à travers les organes de sens. Nous avons 5 organes de sens naturels que nous avons étudiés. La vue, l'ouïe ou l'audition, le goût ou la gustation, le toucher et l'olfaction. Nous avons 5 sens. Mais en réalité, nous en avons une dizaine. Nous avons à peu près 15 sens. Ceux qui lisent mes livres savent ça. Tapez sur Google. Hein? Tapez sur Google les sens, les organes de sens. Quels sont les sens humains? Vous allez apprendre qu'il y en a à peu près 13 ou 15 sens. Mais les sens principaux que tout le monde utilise à la fois, nous appelons ça, il y en a 5. La vue, pour voir. L'ouïe ou l'audition, pour entendre. L'odorat ou l'olfaction, pour les odeurs ou les parfums. Le goût, pour la langue. Et les toucher ou la kinesthésie, pour les mouvements, les sensations. C'est qu'on a 5 sens. Et nous, en programmation neurolinguistique, on abrège ça par VACOG. VACOG, c'est seulement les 5 sens. C'est que si tu m'entends parler VACOG, ne t'étonne pas. Ça veut dire 5 sens. C'est-à-dire, V là, c'est voir. A, c'est audition. K, kinesthésie. O, olfaction. G, gustative. Ça fait VACOG. Voilà. La première fonction du cerveau, c'est percevoir. Capter les informations. Et le cerveau a des capteurs. Les capteurs, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, les sens. Les organes de sens, ce sont des capteurs. C'est pour capter les informations. En dehors des organes de sens, le cerveau peut capter aussi des informations sans passer par les sens physiques. C'est-à-dire le cerveau peut voir sans ses yeux. Le cerveau peut entendre en dehors de ses oreilles. On appelle ça les perceptions extrasensorielles. PES. Perception extrasensorielle. Par exemple, tel que je suis en train de parler, si je vous suggère d'imaginer que vous êtes à l'échangeur délimité, tel que je parle là, Jires est en train de me suivre. Jires, imagine que tu es à l'échangeur délimité. Partout où vous êtes, vous pouvez voir dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre esprit, l'échangeur délimité. Et là, vous ne le voyez pas avec ses yeux, vous voyez ça avec les yeux de l'esprit, les yeux du cerveau. C'est que le cerveau perçoit aussi en dehors de ses yeux. C'est comme lorsque nous rêvons. Lorsque vous rêvez, vous voyez, vous mangez, vous courez, vous faites tout lorsque vous rêvez. Mais ce n'est pas avec ses corps physiques. C'est que le cerveau peut capter aussi les informations en dehors des sens physiques. Voilà la première fonction du cerveau, la perception. Perception physique et perception spirituelle ou métaphysique ou extrasensorielle. L'essentiel que c'est la perception. C'est que le cerveau, son premier rôle, c'est capter les informations. Deuxième rôle du cerveau, c'est la fonction intégrative. C'est la fonction maintenant de traiter ces informations que le cerveau capte. Le cerveau va les traiter, les analyser, choisir et décider. Voilà la deuxième fonction du cerveau. C'est-à-dire le cerveau, la première fonction, il capte les informations. La deuxième fonction du cerveau, c'est traiter ces informations-là. Analyser ça, chercher à comprendre,
chercher à les classer et puis décider de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire. J'insiste sur la décision, les choix. C'est dans la deuxième fonction du cerveau. Et la troisième fonction du cerveau, c'est la fonction d'action ou de réaction. C'est-à-dire le cerveau, lorsqu'il capte les informations, il les traite et puis il restitue. Il fait la sortie, c'est-à-dire soit il agit, soit il réagit, soit il parle. Le langage, c'est une réaction. Si je vous dis 1 plus 1 égale combien? Vous allez d'abord capter l'information. Ça, c'est la première fonction du cerveau, la perception. Vous m'écoutez. Si j'écrivais ça au tableau, vous allez lire, vous allez voir. 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la première fonction, la perception. La deuxième fonction, l'intégration. C'est-à-dire que vous analysez ça, vous traitez maintenant l'information de 1 plus 1 avec votre intelligence. Vous comprenez que c'est 2. Maintenant, même si vous avez la réponse de 2, mais il faut aussi répondre. Il faut manifester ça, il faut agir. Ça, c'est la troisième fonction. Vous pouvez me demander 1 plus 1, je peux connaître ça en tête égale 2, mais je n'arrive pas à parler. C'est que agir, c'est une autre fonction. Nous, on appelle ça en termes techniques expression. C'est-à-dire les cerveaux fonctionnent comme un ordinateur. Il y a les input, c'est ça la perception. Input, c'est-à-dire ce qui entre. Il y a les disques durs qui traitent les informations. Et puis il y a les output, ce qui sort. Voilà les trois fonctions principales du cerveau. Notre cerveau sert à capter les informations qui entrent. On appelle ça input. Ceux qui ont fait l'informatique connaissent. C'est-à-dire ce qui entre dans le cerveau, c'est la perception. Traiter ces informations, choisir, décider de ce qu'il faut en faire. Ça, c'est l'intégration. Et troisièmement, c'est output. Faire sortir, donner des ordres, agir, réagir, parler, courir. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est output. C'est le cerveau qui le fait. Chers collègues, je vous dis, l'homme ne fait rien sans cerveau. Ça, c'est vraiment une information capitale parce que j'ai dit ici, c'est le cerveau que vous enseignez. Si tu es enseignant, si tu es pasteur, si tu es avocat, si tu es parent, retenez ça aujourd'hui que le coach Julius nous a dit que nous parlons au cerveau. Nous nous adressons au cerveau, c'est le cerveau qui va répondre. Voilà les trois fonctions du cerveau que j'aimerais que tout enseignant, tout professeur puisse avoir ça en tête. Pourquoi c'est capital? Parce que dans l'enseignement, nous allons utiliser ces schémas. En fait, l'enseignement ou l'éducation utilise ces schémas. Tout ce que nous faisons dans la vie utilise ces schémas. Lorsqu'un parent parle à un enfant, l'enfant doit percevoir ce que les parents disent, c'est-à-dire écouter. L'enfant doit analyser ce que les parents ont dit, traiter cette information et puis répondre ou réagir. Voilà comment est-ce que les êtres humains fonctionnent. Si un enseignant enseigne, son travail c'est faire entrer les informations pour que l'enfant les traite et puis puisse les faire sortir dans la vie. C'est ce qu'on utilise dans l'éducation. Maintenant, dans l'éducation, on a mis ça sous forme de schéma. On appelle ça les 5 piliers de l'enseignement. Les 3 fonctions du cerveau, on a séparé ça par piliers et on appelle ça les 5 piliers de l'enseignement. Ça, c'est la deuxième information que j'aimerais que tout enseignant, tout professeur puisse savoir. La première information, j'ai bien dit que le cerveau a 3 fonctions. Perception, intégration, restitution ou expression. Input, traitement, output. Deuxième notion, l'enseignement a 5 piliers. Pour réussir à enseigner, j'ai dit ici l'enseignement, c'est transmettre les connaissances que vous avez dans votre cerveau, dans le cerveau d'un autre, d'un élève, d'un étudiant. Si tu es pasteur, c'est transmettre les connaissances que vous avez dans le cerveau d'un fidèle, d'un membre de l'église. Tu ne parles pas à son genou, tu parles à son cerveau. Et pour enseigner, c'est-à-dire enlever la matière dans votre tête, pour le mettre dans la tête d'une autre personne, ça se passe par 5 piliers. Il faut qu'il y ait 5 piliers réunis. Premier pilier, c'est l'attention-concentration. Pour enseigner quelqu'un, il faut que la personne ait l'attention et la concentration.
Personne, je dis personne, peut apprendre sans attention et concentration. Je vais expliquer l'attention, concentration. Mais j'aimerais que vous notez. Premier pilier, l'attention, concentration. Deuxième pilier, la compréhension. Troisième pilier, la mémorisation. La mémorisation. C'est ça le troisième pilier. Quatrième pilier, la motivation. La motivation. Et cinquième pilier, c'est la restitution ou la transmission. Voilà les 5 piliers de l'enseignement. J'aimerais que si vous êtes professeur, vous notez ça quelque part. J'ai bien dit qu'il y a un livre que j'ai écrit, c'est sur Amazon. Apprendre à réussir son enseignement. Parce que le livre en réalité est adressé aux enseignants d'abord. Premier pilier, attention, concentration. Ces deux mots reliés. Attention, concentration. Compréhension. Mémorisation. Motivation. Et puis restitution ou transmission. Voilà ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à l'université, aux humanités, dans les centres professionnels. Tout ce que les professeurs font, c'est lié aux 5 piliers. Si vous sautez un pilier, c'est que vous n'êtes pas en train d'enseigner. Voilà, j'aimerais rappeler à tout enseignant. Si dans votre préparation des cours, des leçons, vous ne tenez pas compte de ces 5 piliers, vous n'êtes pas en train d'enseigner. Dans le monde, on a pour comprendre. Si vous avez motangisi, si vous avez molakisi, et sengeli osai la makambo mitano, pour yangonde kotangisa. Attention, concentration, compréhension, mémorisation, motivation, transmission ou restitution. Je vais l'expliquer en résumé. Les 5 piliers. J'aimerais vraiment que vous profitez. Attention, concentration. Je commence par l'attention. Nous avons dit que le cerveau a comme première fonction la perception. Et nous définissons la perception comme la capacité de capter les informations. Soit par la vue, soit par l'ouïe, soit par les sensations. Pour savoir qu'il fait chaud, il fait frais, il y a des bruits, quelqu'un chante, il y a la musique. C'est que les informations entrent par la perception. Cette capacité-là de capter les informations, c'est ça la perception. Maintenant, si on segmente cette perception, la perception commence par l'attention. Voilà la définition de l'attention. C'est la faculté de capter les informations. Si vous m'écoutez, c'est grâce à l'attention. Si vous me voyez, c'est grâce à l'attention. C'est que l'attention, c'est cette capacité-là de capter les informations. Et nous avons parlé des 5 sens. Si vous captez par les yeux, ce sont des informations visuelles. Si vous captez par l'ouïe, ce sont des informations auditives. Si vous captez par le nez, ce sont des informations olfactives. Si vous captez par la langue, ce sont des informations gustatives. Et si vous captez par la peau ou les articulations, ce sont des informations kinesthésiques. Voilà les informations entrent par le cerveau. C'est-à-dire pour que l'information arrive au cerveau, il faut de l'attention. Voilà pourquoi on demande aux enfants, aux élèves d'être attentionnés. Moi aussi, je vous demande d'être attentionné pour capter ce que je dis. L'attention, c'est cette capacité-là de capter les informations. Maintenant, l'attention, il y en a de 2 sortes. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'attention diffuse. C'est-à-dire c'est une attention qui capte plusieurs informations à la fois. Par exemple, les yeux, au lieu de voir une personne, vous voyez 2 ou 3 personnes, 4 ou 5 choses. Par exemple, lorsque je parle, là, vous pouvez regarder le téléphone, vous me suivez, mais vous regardez aussi derrière moi pour voir qu'il y a des tôles là-bas, il y a ceci, il y a le mur. Voilà. C'est-à-dire lorsque vous captez plusieurs informations visuelles ou plusieurs informations auditives, par exemple, vous m'écoutez et vous écoutez aussi la musique à côté. Ça s'appelle attention diffuse.
Lorsqu'il y a plus d'une information, 2, 3, 4 montées, on appelle ça attention diffuse. Et cette attention-là, diffuse, est le contraire de ce qu'on appelle attention focalisée. Focalisée, c'est l'attention où on n'écoute qu'une seule information, on ne voit qu'une seule information, on ne ressent qu'une seule information. Par exemple, lorsque vous ne m'écoutez que moi, là où vous êtes, vous écoutez que c'est que moi je parle. Vous portez votre attention pour m'écouter, on appelle ça attention focalisée. C'est-à-dire, au lieu d'écouter plusieurs choses, plusieurs personnes, vous n'écoutez qu'une seule personne. On appelle ça attention focalisée. Au lieu de regarder plusieurs choses à la fois, mais vous regardez qu'une seule chose ou une seule personne, c'est ça l'attention focalisée. Attention diffuse, plusieurs choses ou plusieurs personnes. Attention focalisée, une seule chose ou une seule personne ou une seule information. Et entre les deux attentions, diffuse et focalisée, l'attention qui sert pour apprendre, cher professeur, cher enseignant, l'attention qu'on a besoin à l'école, à l'université pour apprendre, ça s'appelle attention focalisée ou le focus. C'est-à-dire, un étudiant ou un élève ne peut pas écouter le professeur et écouter son ami et écouter le téléphone. Il ne va pas apprendre. On n'apprend pas lorsqu'on écoute 2 ou 3, 4 informations. À l'église, si tu es à l'église, tu écoutes le pasteur, tu écoutes ton voisin, tu écoutes, tu ne seras pas enseigné. Pour être enseigné, le cerveau apprend que lorsque vous captez une seule information, le cerveau ne traite pas 3, 4, 5, 6 informations, non. L'enseignement, l'instruction, le cerveau ne capte qu'une seule information pour traiter. D'où, c'est très capital parce que je vais expliquer ce que ça aura comme répercussion. De deux, deuxième forme d'attention, il y a l'attention extérieure. C'est-à-dire vous captez les informations extérieures à vous, qui viennent des autres, qui viennent de l'espace de la nature. Par exemple, moi je parle et vous écoutez. Ça c'est une attention extériorisée. Mais il y a aussi l'attention intérieure. C'est très très capital. J'insiste sur ça parce que je sais pourquoi ça aura des répercussions. L'attention intérieure, c'est-à-dire que vous captez les informations qui viennent de vous-même. Vous êtes là, vous êtes en train de vous écouter, d'imaginer. Tout ce que tu penses à l'intérieur de toi, ça s'exprime aussi. Ce sont des informations que le cerveau va traiter. Par exemple, là, moi, je fais l'émission. Pendant que vous m'écoutez, vous écoutez aussi votre voix intérieure. Directement, vous n'allez pas apprendre. Vous allez vous retrouver avec des informations et le cerveau ne sait pas traiter ça comme ça. C'est que l'attention, c'est la capacité de capter les informations, soit extérieure, soit intérieure. Soit de façon globale, qu'on appelle diffuse, soit une seule information, qu'on appelle focalisée. Et c'est cette attention-là qui sert à apprendre. L'attention diffuse, ça ne demande pas d'énergie, ça ne demande pas d'effort, parce que c'est plus facile. Tu peux rester là en train d'écouter plusieurs sons, de voir plusieurs choses, ça ne te demande pas d'effort. Mais l'attention focalisée, pour suivre ce que moi je suis en train d'enseigner maintenant, pour n'écouter que moi, ne voir que moi, ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort. Il faut que vos yeux soient fixés sur moi, vos oreilles sur moi, comme ça vous allez apprendre. Ça demande de l'énergie. C'est fatigant. J'aimerais vraiment que vous suivez ça étape par étape. C'est fatigant, ça demande beaucoup d'efforts. Rien que les yeux. Ça dit pour ne regarder que moi sur votre téléphone. Pour ne pas regarder ailleurs, rester seulement sur moi, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Pour n'écouter que ce que moi je suis en train de dire maintenant, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. C'est pour cela, l'apprentissage, apprendre, étudier, fatigue. Ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut rester sur un livre en train de lire pour ne pas lire autre chose. Rester seulement dans ça. Attention, focaliser, le focus demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que ça fatigue. Et qu'est-ce qui se passe? Naturellement, les scientifiques ont fait des études sur ça. L'homme ordinaire, j'insiste, peut rester dans l'attention focalisée que 15 minutes.
C'est-à-dire rester sur une seule chose, c'est-à-dire rester sur ces stylos, en train de les regarder, sans regarder autre chose. Rester à m'écouter, comme je parle là, sans écouter autre chose. Pour se concentrer cette énergie-là, pour me suivre, naturellement, nous avons que 15 minutes pour le faire. Dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, si tu veux bénéficier de cette formation, retenez que notre attention focalisée, naturellement, l'homme dure 15 minutes pour suivre même cette émission que je suis en train de faire. Dans 15 minutes, vous serez fatigué, vous allez chercher à faire autre chose, à vous détendre, à écouter autre chose. Parce que c'est fatigant de rester sur une seule chose au-delà de 15 minutes. Mais il y a des gens qui peuvent avoir l'attention de plus de 15 minutes. Il faut de l'entraînement sur ça. Les moines bouddhistes, les bouddhistes sont entraînés sur ça. Ils peuvent rester là en train de te regarder. Il y a des moines qui font une journée. Il y a des moines qui font 2-3 jours. Il y a des moines qui font une semaine, même un mois. Il paraît, il y a même des moines qui ont fait une année avec l'attention focalisée. L'homme ordinaire, surtout nous autres là, nous les Africains ici, les Congolais, nous les chrétiens, nous ne sommes pas habitués à la concentration. Nous sommes toujours en l'air en train de faire plusieurs choses à la fois. Non, les moines bouddhistes apprennent à se concentrer. Je le répète, la concentration moyenne de l'homme moyen c'est 15 minutes. Mais il y a des gens qui peuvent avoir plus. D'où la pédagogie, la neuropédagogie est basée sur les 15 minutes. Ça veut dire quoi? Je vais déjà entrer dans les techniques. Chers professeurs, chers enseignants, chers pasteurs, il faut savoir que votre auditoire, les gens qui vous écoutent, vos élèves, vos étudiants, si tu commences les cours, tu continues à parler, ils vont t'écouter, à partir de 15 minutes, ils vont se fatiguer. Il y aura quelqu'un qui va prendre son téléphone, l'autre va chercher à ouvrir, à faire autre chose, à parler avec son ami. La distraction va entrer. La neuropédagogie veut dire ceci. Chaque 10 minutes, l'enseignant doit renouveler l'attention des élèves. L'enseignant doit attirer encore l'attention des étudiants. Toi, tu es en train, tu commences à donner cours jusqu'à 2 heures du temps. Non. Chaque 10 minutes, il faut attirer l'attention des étudiants ou des élèves, de votre auditoire. Et là, il y a des techniques pour ça. Je vais donner les techniques, mais j'aimerais que vous compreniez pourquoi il y a ces techniques-là. Chaque 10 minutes, même au cours d'une émission, chers journalistes, s'il y a des journalistes qui me suivent, ne faites pas une émission pendant 45 minutes, 1 heure en train de parler. Non, il faut trouver comment est-ce qu'il faut garder l'attention de votre auditoire chaque 10 minutes. Parce qu'à partir de 15 minutes, les gens peuvent zapper. D'ailleurs, il y a des gens qui regardent que 2 minutes, ils zappent. Ils t'écoutent là pendant 3 minutes. S'ils trouvent que c'est pas intéressant, ils zappent. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous restons dans les choses qui sont intéressantes et là, on peut dépenser beaucoup d'énergie. Si c'est pas intéressant, je ne peux pas dépenser mon énergie dans des choses inutiles. Quand vous me suivez là, c'est parce que vous suivez ça qui est intéressant. Amar, il y en a fait sur Basalam, petit nangaï, Basalam, Yerik, mon bouf, sur Basalam, monsieur Rosa. Nous, on ne fait qu'enseigner. J'irai, ces pasteurs, Dieu donné, je vous salue. Voilà. Je suis en train de continuer. J'ai parlé de l'attention. L'attention dure 15 minutes. Ça veut dire un enseignant, chaque 15 minutes, il faut chercher à renouveler l'attention. Je vais donner les techniques. La concentration, c'est quoi? Lorsqu'on passe de l'attention diffuse à l'attention focalisée, c'est-à-dire on choisit une seule information à voir, à entendre, à sentir, par exemple, à n'écouter que moi, tel que je vous parle là. Si vous entrez maintenant dans les détails de ce que vous écoutez, si vous analysez ça, vous vous focalisez pour comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle concentration. Concentrer, ça veut dire ramener au centre, s'intéresser au centre. Ça veut dire que ma parole devient votre centre d'esprit. Ce que vous voyez là devient au centre de tout. C'est-à-dire tout le reste, vous ne voyez plus. Vous voyez qu'une seule chose et vous restez dans les détails. J'insiste, la concentration nécessite les détails de ces points-là. Si je vous dis de vous concentrer sur ces stylos, ça veut dire que vous n'allez voir que ces stylos. Et puis vous commencez à l'analyser, à traiter ça détail par détail. C'est noir, ici c'est un peu vitré, et puis c'est clair. C'est ça la concentration. Mais tu ne peux pas regarder les stylos et regarder aussi ailleurs, penser à autre chose. Ça, tu n'es pas concentré.
J'aimerais que tous les enseignants puissent savoir ce que c'est la définition de la concentration. Parce que tout le monde dit toujours, soyez concentrés, soyez concentrés. Au club, les élèves, partout, tous les enseignants disent ça. Soyez concentrés, soyez concentrés. Si vous lui demandez concentré, ça veut dire quoi? Il ne sait pas. Je suis en train de dire des choses que je connais. Je suis enseignant moi aussi. La concentration, c'est la capacité d'analyser, de traiter les détails de l'information. Une seule information. On ne peut pas se concentrer à 2 ou 3, 4 informations. Non. La concentration, c'est l'attention focalisée. Lorsqu'on passe à l'attention focalisée, c'est-à-dire qu'on voit une seule chose, on attend une seule chose, on sent une seule chose, et on entre dans les détails de cette chose-là. C'est ça, c'est concentrer. Ramenez au centre votre attention et restez là. C'est ça la concentration. L'avantage de la concentration, j'ai dit que l'attention focalisée demande beaucoup d'énergie, mais la concentration augmente l'énergie, augmente même l'effet de ce dont vous êtes concentré. Je vais vous expliquer ça avec une image simple. Lorsque vous vous mettez sous le soleil, il y a les rayons du soleil qui tombent sur vous, sur votre peau, ça ne vous brûle pas. Ça peut chauffer un peu, mais ça ne vous brûle pas. Si vous prenez une loupe, je crois que vous connaissez la loupe, des lentilles, comme mes verres de lunettes. Vous prenez une loupe, vous mettez ça au-dessus de votre peau. Les rayons du soleil tombent à travers la loupe pour vous atteindre, ça va vous brûler. Ça peut même brûler un papier. Pourquoi? Parce que la loupe, au lieu que les rayons du soleil tombent comme ça en longueur, la loupe va concentrer tous les rayons du soleil en un seul point. Et ça devient très chaleureux, très fort et ça va brûler. C'est ça la force de la concentration. Lorsqu'on dit qu'il faut se concentrer, la concentration ramène la force. Parce que la concentration, le fait de ramener toute votre attention à un seul point, vous devenez très efficace et vous pouvez même agir. Nous, en sophrologie, on les pratique, mais ici, c'est pas pour parler de ça, mais c'est pour dire que la concentration, c'est quelque chose de très capital dans la vie. Si vous voulez bien travailler, il faut de la concentration. Si vous voulez bien étudier, il faut de la concentration. Si vous voulez réussir à faire quelque chose, il faut de la concentration, parce que la concentration, ça concentre l'énergie, ça concentre votre force à une seule activité, à une seule information, et là, vous pouvez réussir facilement, parce que tout est concentré à un seul point. C'est ça la concentration. Voilà, chers amis, les premiers piliers de l'enseignement. C'est qu'un enseignant doit avoir des techniques et des méthodes pour garder l'attention des élèves ou des étudiants, pour les amener à la concentration. Sinon, ils ne vont pas apprendre. Ça ne sert à rien de dire aux enfants, soyez concentrés, soyez concentrés. Il faut leur expliquer ce que ça veut dire. Lorsque vous dites soyez concentrés, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Lorsque je vous dis soyez concentrés, je vous demande d'analyser qu'une seule information. Soit ici c'est visuel, c'est-à-dire autant la que l'eau moko. Et tu restes là pour étudier les détails, les contenus. C'est ça, concentré. Si c'est pour écouter une chanson ou un enseignement, une parole, vous restez seulement à l'écoute de cette information. Et vous analysez ça, vous cherchez à comprendre, à traiter ces informations-là. C'est ce qu'on appelle la concentration. Si je vous dis d'analyser la température, c'est-à-dire vous restez sensible sur la sensation qui se passe là maintenant et vous analysez ça, vous traitez, c'est ça la concentration. Tu ne peux pas te concentrer à 2, 3, 4 choses, 4 informations. Ça, c'est la dispersion. Ce n'est pas la concentration. La concentration, c'est concentrer, ramener au centre. Et c'est très efficace dans la vie. Ceux qui prient peuvent en profiter de cet enseignement. La concentration, c'est le secret de la force. Nous allons y revenir une autre fois. Deuxième pilier de l'enseignement. Maintenant, les élèves ont l'attention sur vous. Ils sont concentrés à ce que vous enseignez. Ils vous écoutent, ils voient, ils apprennent ce que vous dites. Vous dites non, théorème de Pythagore. A carré plus B carré égale ceci. Tu expliques tout ça. Au théorème de ceci. La loi de Pareto. Tu expliques 80-20. Tu expliques. Le deuxième pilier, c'est la compréhension. C'est-à-dire l'information est arrivée au cerveau.
Mais le cerveau doit comprendre ce que vous avez enseigné. Ça entre dans la deuxième fonction du cerveau. La compréhension fait partie de l'analyse et traitement de l'information. Et le cerveau utilise deux méthodes pour comprendre. Le cerveau, chers enseignants, suivez très bien, parce que lorsque je vais donner des orientations, si vous n'avez pas compris les piliers, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que j'ai proposé ça. La compréhension utilise deux méthodes dans notre cerveau. Première méthode, c'est la référence à ce qui est connu, au lexique. Dans notre cerveau, il y a un dictionnaire. Dans notre cerveau, il y a un lexique. Les définitions des mots, les images, les photos, tout ce qu'on a appris avant. On appelle ça les connus. Il y en a dans le cerveau déjà. Et si je vous dis, ça c'est quoi? Si je vous pose la question, ça c'est quoi? Vous allez m'écouter, vous allez voir ça. L'information arrive au cerveau. La première chose que le cerveau va faire, va comparer cette histoire aux informations qui sont dans le cerveau. Et s'il trouve que cette histoire se trouve dans son dictionnaire, vous allez donner la réponse. C'est comme ça que vous allez répondre, c'est un téléphone. Pour répondre que ça c'est un téléphone, il faut qu'il y ait le téléphone dans votre tête. On appelle ça le lexique, le dictionnaire. Nous avons un dictionnaire dans la tête. De ce qu'on appelle le connu. Tout ce que vous connaissez avant, c'est enregistré dans le cerveau. Comme ça, si on vous montre ça c'est quoi, pour répondre que c'est un stylo, s'il n'y en a pas, si vous montrez ça à un enfant de 2 ans qui n'a jamais vu un stylo, si vous le montrez, il vous dira qu'il ne sait pas. Il va vous dire ça c'est quoi. Parce que dans son dictionnaire mental, il n'y en a pas. C'est très important ces notions parce que il y a des profs qui posent des questions aux enfants et qui ne comprennent pas que l'enfant n'a pas de réponse. Non, mais s'il ne connaît pas, il ne connaît pas. S'il n'y en a pas là-bas, il n'y en a pas. C'est très important dans l'enseignement. C'est que le cerveau traite les informations pour comprendre, on se sert de ce qui est connu. Deuxièmement, maintenant, lorsque l'information n'est pas connue, lorsque l'information n'est pas dans les dictionnaires, le cerveau utilise la comparaison, les similitudes. En français technique, on appelle ça les liens. Le cerveau fait des liens, les chaînes en anglais, les ponts. C'est-à-dire, si je vous montre, ça c'est quoi? Un enfant de 2 ans qui n'a jamais vu le téléphone, qui ne connaît pas, il ne saura pas. Maintenant, pour que je puisse le faire comprendre, je dois utiliser des liens, des parallèles, des similitudes. Je vais prendre un autre exemple de quelque chose qui a la même caractéristique ou les mêmes fonctions que le téléphone, qui ressemble au téléphone. Je vais lui expliquer à travers autre chose pour qu'il puisse comprendre le téléphone. La compréhension nécessite des liens, des similitudes. Je vais lui expliquer par exemple, bon, tu vois, si tu veux parler à quelqu'un qui est loin, comme tu ne sais pas l'atteindre, tu peux utiliser un instrument où tu peux parler comme ça. Lui, là où il est, si là aussi, il peut capter les phone. C'est ce qu'on appelle le téléphone. Téléphone, c'est-à-dire télé, c'est loin. Phone, c'est communiquer, entendre. C'est qu'on peut s'attendre de loin. C'est ça, c'est téléphone. Vous voyez? Pour expliquer le téléphone à un enfant, j'ai utilisé quoi? Des similitudes, des liens, pour qu'il puisse comprendre ça. Je vais prendre un exemple simple. Si tu présentes à un enfant l'oncle de la famille, et que l'enfant ne connaît pas ce que c'est oncle, il n'a jamais appris ça. Non, ça c'est votre oncle. S'il y a les oncles dans le dictionnaire, il va dire oui, hein, c'est mon oncle, c'est que c'est le frère de papa ou le frère de maman. Mais comme il ne sait pas, il va vous poser la question, oncle c'est qui? Oncle c'est quoi? Et comme il ne connaît pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser des liens, des similitudes, des combinaisons pour qu'il puisse comprendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, vous voyez maman. Maman a des frères et sœurs. Des frères et sœurs de maman dans sa famille. Maintenant, les frères de maman, on les appelle oncles. Les frères de papa, vous l'appelez oncle. C'est-à-dire, pour expliquer oncle, vous allez utiliser papa et maman pour expliquer entre les frères et sœurs et puis vous chutez pour donner la définition de l'oncle. C'est ça les liens. C'est comme ça que nous comprenons. Nous utilisons des mécanismes pour comprendre. Les connus dans notre dictionnaire ou bien les liens avec des explications pour comprendre, et puis ça entre dans les dictionnaires. La prochaine fois, lorsque vous allez lui dire ça c'est mon oncle, il ne va pas encore vous demander c'est quoi.
Parce qu'il a déjà les schémas et ça devient connu. Voilà comment est-ce que nous apprenons. Ça, c'est la compréhension. Maintenant, je vais vous parler du troisième pilier. La mémorisation. L'enseignement, notre cerveau, lorsqu'il capte les informations, il comprend. Maintenant, il doit l'enregistrer. Il doit les stocker. Normalement, la mémorisation, en termes faciles, c'est le stockage. Le cerveau stocke les informations, emmagasine les informations, enregistre les informations qu'il a captées. C'est ce qu'on appelle la mémorisation. Et le cerveau a deux sortes de mémoire. Chers enseignants, suivez-moi très bien. Le cerveau a deux types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est une mémoire immédiate de travail qui prend moins d'1 minute. Mais la mémoire à long terme, c'est la mémoire que nous utilisons après un jour, une semaine, un mois, des années. On appelle ça mémoire à long terme. Je vais vraiment insister sur ça. Pourquoi? Parce que la plupart des enseignants, lorsqu'ils enseignent, ils se contentent que les élèves ont compris. Il va leur demander de répéter, ils vont répéter. Il va poser des questions, ils vont répondre. Et lui, il est content. Mais il oublie que ça, c'est la mémoire à court terme. L'examen, les interros, l'évaluation, la vie professionnelle, c'est à long terme. L'examen, ça va venir 6 mois après, 3 mois après, 1 année après. Dans la vie, il doit aller pratiquer ce que tu lui as enseigné. Des années après, ça s'appelle mémoire à long terme. Ça, c'est là où il y a plusieurs problèmes de notre enseignement. La majorité de nos enseignants ne tiennent pas compte de la mémoire à long terme. Ils enseignent pour la mémoire à court terme. Pour lui, l'élève a compris, il te demande de répéter, tu répètes, ça suffit. Il te pose une question, tu réponds. Pour lui, ça va. Oui, mais est-ce que s'il te pose la question 3 mois après, tu vas répondre? Et puis, la plupart de nos enseignants, comme ils sont mal formés, 3 mois après, 6 mois après, ils posent l'examen. Si vous échouez, il dit que tu n'es pas intelligent. Non, c'est le prof qui n'est pas intelligent. Je l'ai dit aujourd'hui. Si tu enseignes quelqu'un et que tu poses l'examen, la personne échoue, c'est que tu n'as pas bien enseigné. Tu es mauvais enseignant. Je le répète. Soit tu sais enseigner, soit tu ne sais pas enseigner. Enseigner, c'est prendre la matière dans ta tête, mettre dans la tête d'un élève ou d'un étudiant. C'est pour ça que je fais ces émissions, pour te montrer comment mettre la matière dans la tête de quelqu'un. Tu connais la matière, je n'entre pas dans le contenu, je vous avais dit. Tu es spécialiste en comptabilité, en histoire, en droit, géographie, histoire, ça c'est ta spécialité, je n'entre pas. Mais moi je vais t'aider à savoir comment est-ce qu'on fait entrer, prendre la matière dans ta tête, mettre dans la tête de votre élève, d'un étudiant. Si vous avez passé dans la tête à Mundimi, quelles sont les méthodes? C'est ça mon rôle, c'est ça la neuropédagogie ou la neuroéducation que je suis en train de faire. Si tu es parent, c'est pour ça que la plupart des parents ils parlent aux enfants et puis après ils disent que moi non, yo kakate, na lobine boti na lembi. C'est parce que tu ne sais pas comment mettre ce que tu dis là dans la tête de l'enfant. Il y a des méthodes et des techniques, comment mettre les informations dans la tête de quelqu'un. C'est pas parce que tu es intelligent, c'est pas parce que tu connais. Non, connaître, être intelligent, c'est autre chose. Transmettre dans le cerveau d'une autre personne, c'est aussi autre chose. Voilà. C'est ça même le but de ces coachings. Je répète. Attention, concentration. Premier pilier. Deuxième pilier, la compréhension. J'ai expliqué. Troisième pilier, la mémorisation. Je viens d'expliquer, c'est le stockage. Il y en a deux. Mémoire à court terme et à long terme. Les détails, une autre fois. Quatrième pilier, la motivation. Motivation. Mes amis, suivez-moi. Motivation,
comprendre deux mots à l'intérieur. Motif, action. C'est-à-dire ce qui va suivre après l'enseignement. Il faut qu'il y ait un motif. Ça, c'est le secret des secrets. Pour faire quelque chose, pour apprendre, pour réussir dans la vie, pour évoluer, il faut qu'il y ait des motifs. Il faut qu'il y ait des réponses à la question pourquoi. Pourquoi tu enseignes? Pourquoi j'étudie? Pourquoi je viens à classe? Pourquoi je viens au cours? Pourquoi je pars à l'église? S'il n'y a pas de réponse à cette question, tout ce qu'on va dire à l'école ne va pas entrer. Je vous dis, chers professeurs, chers enseignants, un élève non motivé n'apprend pas. Pour apprendre, en pédagogie, on appelle ça, il faut de l'engagement actif. On n'apprend pas passivement. C'est-à-dire, oh, qui pète, oh, il y a quoi apprendre. Non. Pour apprendre, il faut s'impliquer. Il faut oser un intérêt, qu'il y ait des bénéfices, quelque chose à gagner. Notre esprit fonctionne comme ça. Là, on gagne quelque chose, on a un bénéfice, on s'accroche, on vient. Là où on perd, on va souffrir, on fuit. Un enfant que tu vas taper à l'école, il va venir apprendre pourquoi. Même s'il est là des forces que les parents lui ont envoyées, il ne va pas apprendre. Pour apprendre, il faut qu'il y ait un motif. Et le motif doit être bénéfique. On appelle ça, le motif doit être joyeux. La personne doit s'impliquer. On appelle ça engagement actif. Et pour s'impliquer, il faut l'attirer. C'est comme si vous voulez attirer les abeilles. Vous voulez attirer un chien, un chat. Il faut avoir quelque chose qui peut l'amener vers vous. C'est ça le secret de l'enseignement. Chers enseignants, si l'élève n'a rien à gagner dans ce que vous dites, s'il ne trouve pas de l'intérêt, il ne trouve pas le pourquoi, il ne va pas apprendre. J'insiste sur les professeurs de mathématiques parce que les professeurs de mathématiques, ils enseignent quelque chose de très important dans la vie des gens, mais ils ne savent pas expliquer aux élèves, aux étudiants à quoi ça va servir. On parle des X, des Y, et puis après les étudiants demandent, bon, est-ce que dans la vie on utilise les X et Y? Mais c'est l'enseignant qui ne sait pas expliquer. Oui, tous les jours, que ce soit dans la maison, dans la rue, partout nous vivons, il n'y a que là, les mathématiques. La vie, c'est des mathématiques. Je le dis aujourd'hui parce que les professeurs de mathématiques eux-mêmes ne savent pas expliquer. Moi, je vous le répète, la vie, c'est les mathématiques. Même cette émission, c'est les mathématiques. Regardez l'air, c'est les mathématiques. S'habiller, tout ce que tu fais, c'est les mathématiques. Le cerveau, c'est les mathématiques. Mais les professeurs de mathématiques eux-mêmes nous enseignent des X et des Y, ça nous fait comprendre que c'est ça la vie. Et les élèves croient qu'il s'agit de symboles et de signes. Heureusement que la vie est faite de symboles et de signes. Voilà. La motivation. Un élève pour apprendre, il doit être motivé. Et je vais donner 3 types de motivation qui existent. Comme ça, si vous êtes enseignant, vous êtes professeur, il faut avoir ça en tête lorsque vous enseignez. Première motivation, on appelle ça motivation intrinsèque. C'est-à-dire la personne lui-même. Il a intérêt, il aime ça. Il vient au cours pour apprendre. Il aime les profs, il aime la matière. Il est intéressé à apprendre. Comme moi. Maintenant là, j'aime l'anglais. Je suis intéressé. Et je me suis fait inscrire à Cali. Je quitte la maison très tôt matin. Chaque jour, je vais à Cali étudier l'anglais. On appelle ça motivation intrinsèque. Pour un intérêt, na yomoko na bénéfice, ya yomoko décider, aucun des classes, aucun omis comme ça na faculté des droits, au bandakotanga. C'est qu'un enseignant, un professeur doit détecter l'élève ici vient au cours par sa propre motivation ou non. On appelle ça motivation intrinsèque. Tu peux même lui demander pourquoi est-ce qu'il est là. Il vient au cours pourquoi? Il va te répondre. Deuxième motivation. C'est la motivation extrinsèque. Extrinsèque, c'est en grande partie la motivation de l'école primaire, des parents. Les gens qui vous poussent, des amis, des collègues, qui vous disent non, mon cher, il faut étudier. Au lieu de rester comme ça, tu peux qu'on ait étudié. Les parents disent non, tes amis vont à l'école, il faut aller étudier.
C'est ce qu'on nous disait, il faut aller étudier pour avoir du travail. Il faut aller étudier pour être grand dans la vie. Voilà, ça s'appelle motivation extrinsèque. C'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas besoin d'étudier. Toi-même, tu ne veux même pas étudier. Mais c'est les arguments des autres, c'est les intérêts des autres qui te poussent pour te dire que non, tu vas en bénéficier après. Mais va d'abord étudier. Tout le monde étudie. Tu vois, le matin, il faut te laver. Les autres se lavent, toi, tu ne te laves pas. C'est ça. On appelle ça la motivation extrinsèque. Il faut aussi savoir ça. Nous, dans le coaching, moi, dans le coaching, avec mes clients, j'étudie toujours ça. Je dois savoir si ce client est venu me voir pour lui-même. Lui-même, il a décidé de venir me consulter. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé de venir me consulter. Peut-être c'est le mari qui a envoyé la femme, ou bien la femme qui a envoyé le mari, ou bien les parents qui ont envoyé l'enfant, ou bien un ami qui a envoyé une autre amie. C'est très important dans la motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Chers enseignants, troisième motivation, ça vous concerne direct. Ça s'appelle la motivation autodéterminée. Motivation autodéterminée. En fait, c'est une motivation c'est une motivation extrinsèque. C'est-à-dire quelqu'un d'autre fixe quelque chose de bénéfique. Mais il vous laisse le choix de le faire pour gagner comme vous voulez. Pour en bénéficier comme vous voulez. Il vous donne la liberté de décider comment est-ce que vous allez en bénéficier. Je vais donner deux exemples simples, comme ça vous allez comprendre. Par exemple, on vous dit que si vous coupez 1 mètre cube de bois, on va vous payer $100. On va vous payer $100 par mètre cube. Le reste, ça dépend de votre force. Ça, c'est la motivation autodéterminée. C'est-à-dire que toi-même, maintenant, tu décides, bon, aujourd'hui, je vais couper 4 mètres cubes. Et tu t'efforces pour couper parce que tu sais que plus tu vas couper, plus tu vas bénéficier. C'est quelqu'un d'autre qui te motive, mais il te laisse la possibilité de décider qu'est-ce que tu vas gagner. Ça s'appelle motivation autodéterminée. Je vais donner un deuxième exemple dans les business, dans les affaires. Les promotions. Lorsqu'on vous dit que si vous achetez 2, on vous ajoute encore 1. Si tout bateau mais la masanga baba balinga ngominga babenga ngo motivation autodéterminée. Ça dit na baba une action. So sombi des prémices ba pesio moko ofele se ko meneti 3. Balobi no mela 3. Mais yo moko obanda ko somba na ko mela na volonté na yo. Ça s'appelle motivation autodéterminée. C'est-à-dire, c'est comme si il te pousse, mais toi-même tu décides de ce que tu vas faire. C'est très important dans l'enseignement parce que les enseignants utilisent ça, les écoles utilisent ça. C'est ce qu'on appelle les récompenses. Lorsqu'on dit que même à la maison, les parents utilisent ça, c'est très très important. La motivation autodéterminée. Si tu as 60%, je vais t'acheter telle histoire. Si tu as 70%, je vais t'acheter ça. Si tu as 80%, je vais te payer un voyage. C'est-à-dire, vous promettez à un enfant des cadeaux, des motivations, en fonction des résultats. C'est à lui de faire des efforts. Là où il va s'arrêter, il va bénéficier, soit il ne va pas bénéficier. Ça s'appelle motivation autodéterminée. C'est très important dans l'éducation, dans l'enseignement, dans les écoles, de prévoir que l'enfant doit savoir que s'il fait plus, il sera récompensé. Il va faire plus d'efforts, il va chercher à comprendre, il va chercher à réussir, il va chercher à apprendre. Même au travail, on dit que non, on va gratifier ceux qui vont être au travail pendant 24 jours dans les mois. On va vous ajouter $24 dans votre salaire. Si on vous dit un jour égale $1 de plus dans les salaires. Mais Eric a ok monsieur Moussalate, j'irai si pasteur Abozana Moussala chaque jour pour éviter un dehors salaire. Le fait nazoya chaque jour n'a pas $1. C'est nasuka ça n'a pas $24. Personne va te demander d'aller au travail. Tu vas te réveiller toi-même très tôt matin pour aller au travail. Ça s'appelle motivation autodéterminée. Et c'est ce qu'il faut pour l'enseignement. C'est-à-dire, à la maison, il faut qu'il y ait des méthodes pour motiver l'enfant à aller à l'école. Et à l'école, il faut qu'il y ait des méthodes, des techniques pour motiver l'enfant à venir à l'école, à apprendre et à réussir.
Et le secret, c'est quoi? Les émotions positives. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, les cadeaux. Lorsqu'il y a les émotions positives attirent les gens. Notre esprit, notre vie, c'est attirer là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le bonheur. Et notre esprit nous fait fuir là où il y a la douleur, là où il y a les difficultés, là où il y a les malheurs, là où il y a la colère, il y a la haine. Les émotions négatives, nous fuyons naturellement, sans effort. Chers enseignants, chers professeurs, si vous voulez que les enfants apprennent, créez de la joie. Mettez de l'ambiance, la joie, l'amour. Les gens seront motivés. Si tu viens là-bas colérique, tu parles pas, tu souris pas, tu es là, maître lion, maître fâché, les élèves ne vont rien apprendre. Les élèves, nous apprenons par la joie, nous apprenons par l'amour, nous apprenons par la paix. La motivation, motif et action. Le pourquoi c'est ce qui est bénéfique. C'est pas toujours l'argent, c'est pas toujours à manger. Première motivation de l'homme, tous les hommes sur terre, c'est les émotions positives. C'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la gratitude. C'est ce que notre esprit cherche à gagner, parce que si je te donne l'amour, je ne perds pas. Si je te donne, en fait, je double mon amour. Voilà les secrets de l'enseignement. L'école doit être un lieu de plaisir. Notre esprit fonctionne avec la répétition et le plaisir. C'est ça le secret de l'esprit. Je suis expert dans la matière. Je vous ai dit, l'enseignement, ça concerne l'esprit. L'esprit aime que la répétition et le plaisir. Là où il n'y a pas de plaisir, on n'apprend plus. Le cerveau bloque. C'est pour cela le stress, c'est le premier ennemi de l'enseignement. Le stress, c'est le premier ennemi de l'enseignement. Les émotions négatives, c'est le premier ennemi de l'enseignement. Si sur d'autres cieux, on a interdit de crier sur les enfants, de taper les enfants, c'est justement parce qu'ils ont découvert scientifiquement qu'un enfant sur qui vous criez, vous tapez, son cerveau bloque, il n'apprend plus. Le stress se rend fou, le stress se rend idiot. Voilà, chers enseignants. C'est très capital de connaître ça. Parce qu'il y a des techniques et des méthodes que nous allons utiliser, que je vais vous dire. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'il nous dit ça. Parce que si je n'avais pas expliqué, vous allez dire, ah, mais pourquoi il nous dit de faire ça aux élèves? Pourquoi il nous dit de faire ça? Non, je suis en train d'expliquer parce que les nouvelles recommandations de la neuropédagogie proviennent des 5 piliers de l'enseignement. Toute personne, un vrai pédagogue qui a étudié la pédagogie, qui a étudié l'andragogie, l'enseignement, c'est 5 piliers. Attention, concentration, compréhension, mémorisation, motivation. On appelle ça aussi engagement actif. Et 5e pilier de l'enseignement. La personne a entendu, il a appris, il a compris. Il est motivé. Mais dans l'enseignement, il faut être capable de les faire sortir, de les restituer, de les transmettre. Mateya nyonso mwana yo ki faza capable ya kobimisango, ya kosaelango, ya kolakisango pe mutu mususu. Ça c'est le 5e pilier. C'est pour ça il y a des évaluations, il y a des tests, il y a des stages, il y a des interros, il y a des examens. C'est pour le 5e pilier. Oh, j'ai compris ce que l'enseignant a dit, oui. J'ai compris ce que le pasteur a dit, oui. Mes amis, dans le bango, dans l'église, dans Bissouana, 90% batu ba comprennent raté. Les gens qui viennent dans nos églises ici, ils entrent pour danser, applaudir, sans comprendre. Sans un pasteur, chacun a un terreau, na souka mateya. Oya kozwa 80% bimia kenda. Bamsu ba sala 3 mois en église ba kenda ndako te po autira lo zwate. C'est parce que dans nos églises, il n'y a pas d'évaluation. Il y a seulement des promesses. Wokobala, wokozwa misala, ti ane sili to bandi ane mususu, mati ya mususu ye, ane oyo toko réussir, ane sili to bandi ane mususu. On fonctionne comme ça. Jésus-Christ. Voilà. La restitution ou la transmission. Ça c'est le 5e pilier. C'est-à-dire que lorsque vous enseignez, il faut tenir compte que l'élève doit être capable de redire, de restituer ça à moyen terme et à long terme. C'est ça ce qui est important.
Dans le bac, que tu as posé une question, l'élève va répondre. Non, il doit savoir les répondre 3 mois après, 6 mois après, une année après, 5 ans après. Parce que j'ai dit ici, le but de l'enseignement, c'est pour la vie. On enseigne les enfants pour la vie, pas pour l'école, pas pour les points. Nos enfants vont à l'école, vont à l'université pour la vie. Je le répète, si tu es enseignant, si tu ne savais pas ça, je te le dis aujourd'hui. L'école, l'université, c'est pour former les gens pour la vie. Ce n'est pas pour l'interro, ce n'est pas pour les examens. Ce n'est pas pour toi. C'est pour la vie. C'est que ce que tu enseignes, il faut être capable de le déposer sur une terre fertile pour que l'élève soit capable de l'utiliser dans la vie. Si tu enseignes aux gens, tu enseignes les enfants comment jouer la guitare. À ta présence, il le sait, il joue. Une semaine après, tu viens, tu lui demandes, il ne sait pas. Et puis tu vas dire que c'est la faute de l'élève. Non, c'est ta faute. Je suis en train de le dire ici, c'est ça la pédagogie aujourd'hui, la neuropédagogie. Ça veut dire que toi, tu as déposé seulement dans la mémoire à court terme. Mais tu n'as pas enseigné dans la mémoire à long terme. Alors que l'enseignement, les minervales que les parents payent, les frais scolaires, les frais académiques, c'est pour la vie. Les études, c'est pour la vie. C'est que si tu es enseignant, il faut enseigner un élève en tenant compte que Maramboyo, ils ont pour ça, il a la vie. Assez il a lelo, mais assez il a surtout lobby. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques et des méthodes pour que ça reste, pour que l'élève se souvienne et l'utilise. Pour qu'il réponde à l'examen qui viendra 3 mois après, 6 mois après. Aujourd'hui, toute la classe a compris, mais 3 mois après, lors de l'interro de l'examen, personne n'a réussi. Et toi, tu es fier de toi. Non, banana baba zoba classe mbaba zuite. Yondo za zoba. Aujourd'hui, en neuropédagogie, si tu enseignes une salle de classe de 30 élèves, si plus de la moitié échoue, sous d'autres sièges, on te chasse. Balongo lio professeur, ceux qui la moitié à classe ba zuite, yonde ba olongo là. Oza zoba, oza mauvais professeur. Tu ne sais pas enlever la connaissance, mettre dans la tête de vos élèves. Beaucoup des enseignants se plaignent toujours des élèves. Moi non aza zoba, moi non aza mayelete, moi non on comprendre te. Mais aya qui classe point. Moi les élèves, leur devoir, c'est venir à l'école, assister au cours. C'est à l'enseignant de les faire enseigner, de les faire entrer la matière dans la tête. Non, moi, déjà, il a quitté sa maison, il est déjà à l'école. Parfois, il a même pleuré en cours. Parfois, je ne vais même pas rencontrer, mais l'élève est déjà devant toi dans la salle. C'est maintenant ton travail de l'enseigner. C'est pour ça qu'on t'appelle enseignant. Toi, tu vas dire non, cet élève ne comprend pas. Sa tête, il est trop dur, il est trop compliqué. Mais il est venu faire quoi à l'école? C'est ton problème, c'est ton action, c'est à toi de sa charge. Les élèves sont différents, et ils sont des comportements. Oui, mais ils sont là pour apprendre. C'est ton devoir de les faire apprendre. Il faut utiliser des méthodes pour chaque élève, pour s'adapter à chaque élève. Ils doivent sortir de l'école qu'il a appris. Le minerval, on a payé pourquoi? Non. C'est un marché, c'est du business. Les parents payent l'argent pour que l'élève apprenne. Mais toi, on te paye l'argent, mais l'élève n'a pas appris. Tu es un escroc? Non, ça c'est escroquer les parents. Escroquer l'école, l'école te paye, mais toi tu n'enseignes pas. Tu crois que tu enseignes, non, tu n'enseignes pas. Aussi longtemps que tu n'as pas mis la matière dans la tête de l'enfant pour l'utiliser aujourd'hui et demain, tu n'as pas enseigné. C'est ça la neuroéducation. Parce que l'enseignement c'est pour la vie. Si tu montres à un enfant aujourd'hui 1 plus égale 2, il a compris, il sait ça. Mais si dans 3 mois il ne sait plus que 1 plus égale 2, c'est pas la faute de l'enfant, c'est ta faute parce que tu ne sais pas comment enseigner. Voilà la restitution. C'est pour ça qu'il y a des évaluations. Aujourd'hui, on appelle ça évaluation, c'est-à-dire que les gens peuvent organiser des interros, des questionnaires pour savoir que tu as retenu ce qu'on t'a appris. Si tu peux les reproduire, si tu peux l'enseigner aussi, si tu peux les pratiquer. C'est comme une maman qui montre à un enfant comment préparer les foufous. Mais s'il s'arrête aux explications, est-ce que la maman va dire que cet enfant sait préparer les foufous? Non. Il doit lui montrer aussi physiquement comment est-ce qu'on les prépare. Et il doit lui laisser aussi préparer, même si ça va être pas de bonne qualité, mais jusqu'à ce qu'elle saura préparer. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est pas la théorie, là tu expliques aux enfants, tu crois qu'il va s'en servir dans la vie comment. Si tu expliques dans une salle de classe, tu expliques aux enfants comment préparer les foufous. Est-ce que tu es sûr qu'ils savent préparer les foufous?
Tu peux aller raconter ça aux gens que non, je leur ai montré comment préparer les foufous. Non, tu leur as parlé comment on prépare les foufous. Mais tu leur as pas montré, tu leur as pas demandé de s'exercer, de pratiquer, et tu leur as pas expliqué le pourquoi. Pourquoi ils doivent apprendre à préparer les foufous. C'est là où il y a la motivation. C'est que toi-même, tu dois être aussi motivé. Et motiver aussi les élèves. Voilà les 5 piliers de l'enseignement. Attention, concentration, compréhension, mémorisation, motivation, restitution ou transmission. Chers collègues enseignants et professeurs, je vous aime beaucoup. Ça s'appelle la neuropédagogie ou neuroéducation. J'ai rassemblé les orientations sur une proposition de loi je suis en train de proposer à l'EPSP de réformer notre qualité de l'éducation. Et j'ai proposé des réformes. Du côté des enseignants, j'ai proposé 3 rubriques à réformer. Sur le premier pilier, attention, concentration. Sur la mémorisation et sur la créativité. Parce que ce qui bloque notre enseignement, ce qui nous bloque dans la vie, ce qui n'est pas prévu dans notre éducation, c'est la rubrique de la créativité. Notre enseignement, notre éducation est basée sur reproduire tel qu'on vous a enseigné. Moi, j'ai eu des professeurs à l'université qui exigeaient même que vous reproduisez mot pour mot, phrase pour phrase, tel qu'il a écrit dans les syllabus. Et ces gens-là ont bloqué des gens. L'intelligence, c'est pas ça. Le premier défaut de notre processus d'éducation, d'enseignement, c'est le manque de créativité. On nous bloque. On nous demande de retenir, d'apprendre seulement ce qu'on nous enseigne là. Les professeurs, d'ailleurs, ils se fâchent si tu sors, si tu dis autre chose, si tu parles d'autre chose. Alors que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau est créatif. Le cerveau aime la liberté, le cerveau aime l'expansion. C'est à ce moment-là qu'il fait jaillir. Les gens qui ont inventé, qui ont créé, c'est des gens qui sont créatifs, qui ont été libres de penser autrement, qui ont choisi de sortir des sentiers bâtis, qui ont choisi de lâcher prise. C'est ça le secret de la vie, le secret du cerveau. D'où dans l'enseignement, la créativité doit être au centre, doit être encouragée, doit être motivée, doit être primée, remerciée, félicitée. Un enfant, un élève il faut lui laisser le temps de créer, de penser de lui-même. Il n'est pas obligé de réfléchir comme toi. Nous, on veut toujours que les enfants puissent réfléchir comme nous, puissent faire comme nous. Le pasteur veut que les fidèles puissent être comme lui, puissent réfléchir comme lui. Les enseignants, la même chose. Comme il a donné cours, il a dit ça, l'élève doit reproduire ça. Mais là, en fait, il ne réfléchit pas. J'ai une publication que je publie toujours. Répéter ce qu'on vous a dit, ce n'est pas réfléchir. Si je vous dis 1 plus 1 égale 2, et je te demande 1 plus 1 égale combien, tu me dis 2. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as fait que reproduire. Ça, c'est pas réfléchir. Réfléchir, il faut utiliser tes neurones, ta propre tête, faire des interactions et déduire toi-même. Et si tu répètes ce qu'on t'a dit, tu n'as pas réfléchi. Ça, c'est pas l'intelligence. C'est comme une machine, une photocopieuse. Voilà, chers enseignants, je propose 3 réformes pour les enseignants. Pour les élèves, il y en a 5. 5 groupes de réformes pour les 5 piliers. Mais pour les enseignants, je propose 3 groupes de réformes. Attention, concentration, mémorisation et la créativité. Je vais les lire pour vous. Ceux qui en ont besoin, ils peuvent chercher mon livre et nous allons en parler dans les détails. Mais je vais lire ça pour vous, pour retenir qu'est-ce que je propose comme réforme que les enseignants doivent utiliser. C'est basé sur tout ce que j'ai expliqué ici avant. Maintenant, j'ai rassemblé ça sous forme de propositions de loi sur la réforme de l'enseignement. Je commence par l'attention. Sur l'attention, j'ai divisé ça aussi en 3 axes. C'est-à-dire, l'attention, on va proposer 3 groupes de techniques. Il y a d'abord pour capter l'attention, pour maintenir l'attention, et puis pour préserver ou renforcer l'attention. C'est-à-dire, j'ai proposé des textes de loi
des techniques et des méthodes de l'enseignement que je vais vous dire. Ça concerne d'abord comment capter l'attention des élèves. 2. Comment les maintenir. Et 3. Comment les préserver. Après, nous allons parler de la mémorisation. Je commence par l'attention. Comment capter l'attention des élèves? Premièrement, stimuler tous les 5 sens, en commençant par le visuel. Un enseignant, c'est pour cela que je félicite Kali. Les enseignants de Kali, l'organisation de la pédagogie à Kali, je suis très content de ça parce que ça respecte la neuropédagogie. Lorsqu'on nous enseigne là-bas, il y a ce qu'on projette pour voir, il y a des audios pour attendre et on fait des exercices, on se met debout, on fait des mouvements. C'est qu'on utilise les 5 sens pendant les cours. C'est ça la nouvelle pédagogie. Parce que le cerveau doit capter dans tous les sens. C'est-à-dire on a 5 portes, il faut que les informations entrent par les 5 portes. C'est ça le secret de l'enseignement. Mais en donnant priorité à ce qu'il faut voir. C'est-à-dire les écrits, les projections, les tableaux. C'est la priorité. Pourquoi? Parce que 70%, 70% des humains sont des visuels. La majorité des humains, la majorité des élèves et des étudiants sont des visuels. Ils donnent priorité à ce qu'ils voient. D'où, dans une salle de classe, la priorité c'est ce qu'on écrit au tableau, c'est ce qu'on projette dans la vidéo. Je me plains des enseignants qui venaient avec son syllabus, il met là, depuis qu'il a commencé à lire. Il enseigne 20% des étudiants. 20% des humains sont auditifs. 70% sont visuels. Et 10% sont kinesthésiques. C'est pour cela, dans l'enseignement, il faut mélanger les tout. Qui est des visuels, des projections, des écrits, qui est des auditifs, c'est-à-dire c'est que toi tu parles, les élèves écoutent, il y a même des audios, des musiques, des singles, qui est des mouvements, des sensations. Tu peux leur demander de se mettre debout, de changer de position, de marcher, de danser, de bouger. Toi-même aussi tu bouges, tu danses. Tu animes la classe. Ça c'est pour capter l'attention. Varier les sons, la voix et surtout la tonalité. J'ai dit ici que notre attention diminue après 15 minutes par la fatigue. Et un enseignant, les sachant, chaque 10 minutes, il faut varier votre tonalité. Varier votre son, votre voix pour attirer l'attention des élèves ou des étudiants. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux, après 10 minutes, tu parles un peu plus fort. Comme ça, ils sont éveillés, leur attention revient sur vous. C'est que tu modifies la voix et la tonalité chaque 10 minutes. Provoquer les sensations réelles et imaginées. N'enseignez pas seulement un résultat cartésien, non. Créez l'ambiance, faites imaginer les élèves ou les étudiants, ce qu'ils étudient. Je donne un exemple. Tu enseignes sur le climat. Vous étudiez l'été. Oh, il fait chaud. L'été, c'est la chaleur. Oui, mais tu leur dis, imagine qu'il fait chaud, on est en température de 35 degrés. Il faut les pousser de vivre ce que vous enseignez. Là, ça entre, ça reste. Susciter les émotions agréables ou positives. Ça, je l'ai dit. Lorsque vous enseignez, pour garder l'attention des élèves ou des étudiants vers vous, il faut que ce que vous faites là, que ça suscite des émotions agréables. La joie, surtout les rires. Il faut faire rire les élèves. Là, ils vont s'accrocher. Je profite officiellement à travers cette émission pour féliciter Madame Elombe. La dame là qui danse avec les enfants, qui les fait chanter. C'est comme si elle a appris la neuropédagogie. Ça, c'est la neuroéducation. Il y a rare de ces enseignants-là. Cette histoire-là, l'État devrait généraliser ça. Cette dame-là devait même être primée dans la chancellerie des ordres nationaux là-bas. On prime même des gens qui n'ont rien fait dans le pays. Alors cette dame-là est en train de révolutionner l'enseignement. C'est ça la qualité de l'enseignement. Dans cette école-là, je suis très sûr que les élèves viennent avec plaisir parce qu'ils savent qu'ils vont danser, ils vont chanter. Et ils vont apprendre. C'est ça l'éducation aujourd'hui. Les enfants doivent avoir le plaisir de vous rencontrer.
Toi, tu es enseignant, lorsque tu entres dans la salle, c'est comme s'il y a le feu qui s'allume dans la salle. Tu n'es pas enseignant. On doit te changer de nom. La neuropédagogie, il faut créer des émotions positives, agréables. C'est-à-dire ta présence doit mettre les élèves, les étudiants à l'aise. En train de sourire, en train d'apprendre, ils deviennent tout joyeux. C'est comme ça qu'on apprend. Le cerveau apprend lorsqu'il est dans les émotions positives. À la maison, chers parents, si tu veux éduquer tes enfants, tu veux leur parler, il faut créer la joie d'abord, avant de parler. Notre éducation, c'était l'inverse. On vous maltraite, on vous tape, on crie sur vous et puis on commence à vous parler. Ça n'entre pas. Demain, les parents se plaignent. Moi, nous, ici, dans l'obine, justement parce qu'ils mettent d'abord les émotions négatives et puis ils mettent l'éducation. Non. Émotions positives, éducation. Merci Seigneur pour Ngolu Yaouye Kolamambo. Donnez plus de dès les 10e minutes. Lorsque tu fais une émission, tu donnes un cours. Tout ce que vous faites, un discours, tu prêches. À partir de 10 minutes, il faut donner plus. Il faut parler des détails, il faut attirer l'attention des gens. Sinon, ils vont se fatiguer, les gens vont entrer dans leur téléphone, vont zapper, vont commencer à parler d'autres choses. Tu es en train d'enseigner, les élèves ne te suivent plus. Parce que tu ne les as pas accrochés. Créer l'alliance. Regarde, écoute. J'ai donné un secret ici. 70% des humains sont visuels. Les visuels veulent qu'on les regarde. Si tu veux capter l'attention des visuels, regardez-les dans les yeux. C'est qu'un enseignant doit parcourir les yeux des élèves, les yeux des étudiants. Comme ça, l'étudiant sait que tu t'intéresses à lui, lui aussi va s'intéresser à vous. Il n'y a que 20% qui sont les auditifs qui regardent à côté. Ne bousculez pas aussi les auditifs. La plupart des enseignants crient sur les auditifs. Toi, je te parle, tu regardes d'ailleurs. Un auditif, lorsque tu le parles, il regarde à côté. On a chassé Einstein à l'école alors qu'il était un grand savant parce qu'il regardait à côté. Mais il était auditif. Regarder à côté, ça veut dire présenter l'oreille. Bon, ça j'ai déjà expliqué. Hein. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est auditif. Regarde ses entretiens, regarde ses photos, il est toujours comme ça, il présente toujours l'oreille. Même son père était auditif. J'ai écrit un livre sur lui, Découvrir la carte mentale du président Félix Tshisekedi. Il est auditif. Il n'est pas visuel comme moi. Les visuels parlent avec les mains en l'air, il te regarde dans les yeux. Lui, il ne regarde pas les gens dans les yeux, il regarde à côté lorsqu'il parle aux gens, lorsqu'il parle avec quelqu'un, parce qu'il présente l'oreille pour écouter. D'ailleurs, un jour, j'ai expliqué à un de ses frères ces comportements-là. Il m'a dit, mais comment est-ce que toi tu connais ça? C'est comme ça depuis qu'on a grandi. Lui, si tu le regardes dans les yeux, il peut même se fâcher. Oui, justement, les auditifs n'aiment pas qu'on les regarde dans les yeux. C'est les visuels. Heureusement, les visuels sont majoritaires. Nous sommes à 70%. C'est pour cela la majorité des parents ou des enseignants cherchent toujours que les gens les regardent dans les yeux. Moi, je te parle, tu regardes à côté. Ça, c'est des visuels. Mais un auditif n'a pas besoin de regarder les gens. C'est que ça aussi, c'est tout un coup, une autre fois. Maintenant, il faut relier l'enseignement avec les émotions et l'imagination. Ça, c'est le secret de l'enseignement aujourd'hui dans les storytelling. Lorsque vous enseignez, il faut toujours raconter des histoires. Raconter, premièrement, parmi les histoires racontées, votre propre histoire, même si c'est inventé. Voyez-moi, en faisant cette émission, je vous ai déjà raconté plusieurs de mes histoires. 2 ou 3. C'est ça la pédagogie. Un enseignant doit donner des exemples sur lui. Donner des leçons, des histoires, même s'il a inventé, c'est pour capter, relier la réalité. Les jeux, faire les jeux, les énigmes, les surprises. Il faut qu'il y ait quelque chose qui entre pour consolider ce que vous avez enseigné. Surtout si vous voulez changer de sujet. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau, une histoire, une énigme, un jeu, quelque chose de blague. Les gens peuvent se mettre debout, clapper les doigts et puis s'asseoir une minute. Vous créez quelque chose pour ramener encore l'attention des élèves. Ça, c'était pour capter l'attention. Maintenant, il faut les maintenir. L'attention est là, mais il faut la maintenir. Pour la maintenir, je propose aussi des méthodes. Repérer l'humeur pour ajuster la pression. Lorsque vous enseignez, ne faites pas trop de pression. Pas trop de pression, ni peu de pression. L'enseignant doit capter l'attention des élèves, mais les élèves doivent rester attentionnés. Mais il ne faut pas les obliger. Il n'y a pas trop de pression, sinon ils vont être surmenés. Mais il ne faut pas aussi que ça soit trop lâche. Non, il faut il faut capter l'attention de bango, mais qu'on capte on peut bloquer bango. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut repérer l'humeur, il faut ajuster. Pas trop fort,
ni trop peu. Pour maintenir l'attention, il faut cadrer et recadrer. Cadrer, Nicolas. Lorsque vous donnez cours, restez dans le cadre du cours. Et lorsque un élève ou un étudiant pose une question ou sort du cadre de la leçon, il faut savoir les ramener dans la leçon. Même s'il prend un autre exemple, il faut toujours les ramener dans la leçon. C'est ça, maintenir l'attention. Parce que lui aussi peut être dans la distraction, il peut t'amener dans la distraction. C'est ce qui arrive dans des cours. Il y a des profs comme ça, il vient, dès qu'il commence les cours, un élève ou un étudiant pose une question, allez, lui aussi s'emballe dans ces questions-là, on sort du sujet, on se retrouve dans autre chose, on va perdre 30 minutes. Non, on appelle ça cadrer et recadrer. C'est-à-dire, un enseignant, tu as un programme, aujourd'hui je vais parler de telle leçon, tu restes dans la leçon. Et s'il y a des questions ou des agissements ou d'autres choses ou des exemples qui sortent du cadre, il faut savoir répondre, y aller, mais pour les ramener dans le cadre. C'est très important pour maintenir l'attention. Réguler le stress en tenant compte du corps, de l'âme et de l'esprit en interaction avec les autres et son environnement. Ça, c'est très capital. J'ai dit, le premier ennemi de l'apprentissage, c'est le stress. Il faut savoir réguler le stress en tenant compte de l'être, corps, âme, esprit. Si une personne n'est pas bien assise, si la chaise bouge, s'il a des crampes, il ne va pas suivre les cours. En fait, le corps va commencer à attirer son attention. Parce que afin de bien te, ban école les a bien te, qui te fani bien te, zo bouka zo koya ou riska koya. Ban zo sala makelele, ils ont ajouté bruit et distraire. S'il est malade, il peut être attiré par les symptômes de la maladie. Si le voisin est malade, bien le voisin fait distrait. S'il fait chaud ou il fait très froid, ça peut le distraire. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'environnement aussi, là où vous enseignez. C'est très très capital. Parce que lorsqu'il fait très chaud, il y a des choses qui ne vont plus entrer. Lorsqu'il fait très froid aussi, la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir tenir compte du climat, de l'environnement là où vous enseignez. Alterner les modes diffus et focus. Ah, voilà les secrets pour maintenir l'attention. Comme l'attention demande beaucoup d'énergie, l'attention focalisée ou le focus, il ne faut pas pousser les élèves ou les étudiants à rester toujours focalisés sur vous. Qu'ils vous regardent, qu'ils vous suivent, qu'ils ne fassent pas autre chose. Non. Il faut les maintenir, mais de temps en temps, comme ça demande de l'énergie, de temps en temps, vous les laissez un peu d'aller dans les diffus. Attention diffuse, et puis vous les ramenez dans l'attention focalisée. C'est ça le secret de l'éducation. Et dans la pratique, c'est quoi? Au lieu de leur dire, bon, lisez ceci. Non, vous pouvez leur dire, bon, lisez-moi quelque chose qui est sur les tableaux. Vous leur laissez de parcourir tous les tableaux et de choisir quelque chose. Ça, c'est une attention diffuse. Mais l'attention focalisée, c'est-à-dire que tu montres avec, par exemple, les stylos, tu montres, lisez ici. Ça, c'est attention focalisée, c'est-à-dire que tu les orientes sur une seule information. Ça, c'est attention. Et si tu leur laisses de choisir, de regarder partout, ça, c'est un moment d'attention diffuse. C'est ça, alterner, et c'est très important. Troisièmement, maintenant, pour l'attention toujours, comment préserver cette attention pour les renforcer. Parce qu'il y aura des élèves qui auront une attention faible. Il y a des étudiants qui ont une attention faible. Il y a même des adultes aussi qui ont une attention faible. Ils ne peuvent pas rester soutenu, suivre la télé, une émission, m'écouter comme ça, lire un livre, suivre un cours. Il n'arrive pas à rester là pendant 30 minutes, une heure. C'est qu'il n'a pas une attention soutenue. Sensibiliser les apprenants, surtout les enseignants. D'abord, c'est ça. La plupart des enseignants et des étudiants ne savent pas que l'attention a des limites de temps. Parce que ça consomme l'énergie. Lui, il faut se découvrir, tu restes attentionné pendant combien de temps. Comme ça, tu peux t'entraîner pour l'augmenter, pour le maintenir. Il y a des techniques comme ça de concentration pour les faire, pour augmenter ton temps. Comme font les moines bouddhistes. Un moine bouddhiste peut rester là en train de te regarder comme ça, toute une journée, sans bouger, sans regarder ailleurs. Il te regarde seulement. C'est de l'entraînement pour justement garder son attention, augmenter sa concentration et pour agir efficacement. Réduire les multitasking et les zapping. Ça, c'est très capital. Pour maintenir, renforcer l'attention, il faut réduire les tâches. Il ne faut pas donner plusieurs tâches. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs choses à faire.
il faut toujours donner une tâche après une autre. Une tâche après une autre. Une question après une autre. Un sujet après une autre. Un thème après une autre. Si tu mélanges des thèmes, tu mélanges des sujets, tu mélanges des questions, tu consommes l'attention des élèves et des étudiants. Il faut réduire les zappings. Ça, vraiment, je vais insister. Et les enseignants, les professeurs, y compris les pasteurs, chers prédicateurs, suivez-moi. Je suis un expert en neuropédagogie. Les zappings, c'est changer de sujet. Un seul cours, vous parlez de 4 sujets, c'est interdit en neuropédagogie. Une seule prédication, vous exploitez 4 thèmes ou 3 thèmes, 4 histoires, c'est interdit. Ça va perturber l'attention des gens qui vous écoutent. Vos élèves, vos fidèles, vos étudiants. Enseignez un seul sujet. C'est magnifique pour un cours. Les zappings en neuropédagogie, c'est lorsque vous mélangez des sujets. Un seul cours, vous enseignez 3-4 sujets. Et là, c'est ce que j'ai reproché à Kali. Les livres qu'on nous a donnés, qu'on nous formait, en une séance, vous apprenez 3-4 thèmes. Vous apprenez par exemple l'habillement. Et puis après, vous apprenez à compter les nombres. Et puis après, pendant ces 2 heures-là, vous apprenez les habillements. Vous apprenez à compter les nombres. Et puis on vous fait encore autre chose. Non, c'est interdit à pédagogie. La neuropédagogie veut que l'enseignement doit avoir un seul thème. Si ça doit avoir 2 ou 3 thèmes, il faut créer des pauses. Pauses vraiment que vous parlez d'un thème là, vous le laissez. Les gens peuvent se mettre debout, s'étirer, peuvent même sortir, revenir. Là, vous commencez un 2e thème. Et s'il y a un 3e thème, il faut aussi une pause, sieste, ils peuvent manger, grignoter quelque chose, bouger, revenir pour apprendre les 3e thème. C'est ça. Tu ne peux pas faire asseoir déjà pendant 1 heure, 2 heures pour parler de 4-5 thèmes. Vous perdez votre temps pour rien parce que ça ne va pas entrer dans le cerveau. Le cerveau va choisir seulement un seul thème. C'est ça le cerveau. Chers enseignants, chers professeurs, chers prédicateurs, moi je suis les prédications de plusieurs églises, de mes collègues pasteurs. Non, il parle, il enseigne tantôt sur ceci, il entre dans d'autres thèmes, parfois il se perd même. Une seule prédication, 10 thèmes. Ça c'est quelle prédication ça? Vous avez appris ça où? Non. La prédication, c'est aussi d'un cerveau à un autre cerveau. L'enseignement, c'est un cerveau à un autre cerveau. Le cerveau apprend une chose après une autre. C'est que s'il y a un thème, restez dans le thème. C'est ce que je nous avons dit, cadrer et recadrer. Ne faites pas les zappings. On appelle ça pédagogie. C'est une maladie des enseignants, les zappings. Un enseignant qui vient enseigner en une journée, pendant une seule séance, mais il vous enseigne 3-4 leçons. Non? Il faut une seule leçon. S'il y a 2 leçons, il faut qu'il y ait une pause. Les élèves, les étudiants doivent se mettre debout, bouger, sortir, même manger, uriner, revenir pour réapprendre une autre leçon. C'est pour cela, c'est même une mauvaise méthode que, comme dans les humanités, première heure, un professeur entre, il enseigne une leçon, lorsqu'il sort, l'autre entre directement. Non. La nouvelle pédagogie, lorsque le professeur qui a donné la première leçon sort, il faut une pause même de 5 minutes. Pour qu'il y ait un temps mort, les élèves bougent, changent de position, parlent autre chose, et puis l'autre professeur entre pour aborder notre sujet. Mais il y a des professeurs qui sont à la porte là. Ils se saluent même. L'autre sort, lui, il entre. C'est interdit en pédagogie. La neuropédagogie l'interdit. Parce que ça va faire que c'est fait 2 ou 3 thèmes que vous allez enseigner. Non. Il faut qu'il y ait des pauses entre des leçons, entre les thèmes, entre les thématiques. Trouver un prétexte, même à l'église, cher pasteur, si tu veux changer de thème, créer une pause, prier, chanter, danser, on donne le mabonzé, puis tu reviens à l'autre thème. Ça entre dans le cerveau. Mais si vous mélangez des choses, A, B, C, D, non, c'est interdit, le cerveau n'apprend pas comme ça. Voilà les projets de réforme que j'aborde à propos de l'attention, et c'est des choses qu'on doit former les enseignants sur ça. Je suis prêt qu'il y ait d'abord un noyau, qu'on appelle un projet pilote, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer aussi dans des écoles pilotes. Et puis après, l'État pourra les généraliser.
On n'introduit pas des réformes comme ça, non parce que c'est des bonnes idées, non. On les étudie, on les évalue et on commence ça par des projets pilotes. Et puis après on va apprécier même une année ou 2 ans après, on va aller progressivement. Il ne faut pas faire comme des erreurs que nous avons commises ici avec les projets de couverture santé. C'est pour cela que ça a connu des problèmes. Même la maternité gratuite, je l'ai prévu, j'ai prévenu tout le monde, même les ministres, tout le monde, même à la présidente, je leur ai dit, ça ne marchera pas comme ça, parce que vous importez des choses qui se font ailleurs, sous d'autres ici, au Canada, en Europe, vous amenez ça au Congo, et vous l'installez pour l'appliquer. Non, il faut des études, des évaluations, et puis il faut des projets pilotes. Ça, j'insiste, il faut des projets pilotes. Les soins de santé primaire, les programmes de soins de santé primaire utilisés au Congo pendant plus d'une 50aine d'années a été étudié, évalué à Vanga et à Kangamayombe. On a choisi 2 zones de santé, Vanga et Kangamayombe, c'est là où on est allé appliquer ça. Après des études, on a évalué et puis après on a commencé à l'étendre pour tous les pays. Nous on a commencé maternité gratuite. Là où on a étudié ça au Congo, personne ne connaît. On commence couverture santé universelle. Là où ça a marché, ça a réussi au Congo, personne ne connaît. Ça, c'est des erreurs de notre pays. Non, on n'installe pas des réformes comme ça, on n'installe pas des politiques comme ça. On amène ça, les gens discutent, analysent, et lorsqu'on adopte ça, on amène ça sur le terrain, mais par palier, par des projets pilotes. Mais nous, ce n'est même pas discuter, ce n'est même pas analyser, on applique, et puis après on commence à dire non, on doit créer des états généraux, des ateliers pour évaluer, pour... Non, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Je vous aime beaucoup, ça c'est ma part, hein. Je suis un expert aussi dans tout ça. Ça fait partie des corrections que nous devons apprendre. Si aujourd'hui, la maternité gratuite est en difficulté, même l'enseignement gratuit en difficulté, c'est à cause de ça. On est pressé. Non, la vie, c'est toutes les histoires de l'État, de la nation. On ne le fait pas comme ça. Hein, il y a des procédures, il y a des étapes. Il faut aller... il faut avoir des projets de 10, 20 ans, 30 ans. C'est ça un État. La gestion d'un État, ce n'est pas pour 5 ans. Ce n'est pas pour 2 ans. C'est 10, 20, 30 ans, 50 ans. C'est ça des projets d'État. Et pour installer des projets de 50 ans, on n'est pas pressé. On ne peut pas être pressé. Il faut définir, ça va se passer comme ça. On met d'abord l'ABC et on commence. Là, il faut commencer. Mais non, nous, on commence d'abord la pratique et puis on fait des rétro-pédalages, on crée des ateliers et puis on fait des études, on réforme encore ce qui a été installé, on réforme ça. On a des obstacles partout, on a des problèmes partout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé, mais non, il y a des choses qui se font dans des salles climatisées. Bon, on ne veut pas nous consulter, nous les villageois, nous les mbokatiers. Bon, on préfère ceux qui viennent dans des pays où il fait très froid. Mais non, il faut toujours une adaptabilité. On appelle ça tropicaliser. Voilà. Je crois que j'ai pris 1h30, je vais m'arrêter là. C'est ça aussi la neuropédagogie. C'est ça la neuropédagogie. Je vais revenir pour parler de la mémoire, la mémorisation. Je vais donner aux enseignants les techniques pour garder la mémorisation des élèves. La mémoire à court terme et à long terme. Et puis la créativité. C'est qu'il reste la mémorisation à moyen terme et à long terme, et puis la créativité. Nous allons en parler prochainement, je vais vous annoncer ça. Je vous aime beaucoup. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai terminé. J'ai rappelé les 3 fonctions du cerveau. La perception, l'intégration et l'expression ou la transmission. J'ai rappelé les 5 piliers de l'enseignement. Attention, concentration, compréhension, mémorisation, motivation, restitution ou transmission. Et j'ai commencé à parler de la réforme et pour les enseignants, je propose 3 réformes. Sur l'attention, concentration, c'est ce que je suis allé en détail. Comment capter, comment maintenir, comment renforcer. Maintenant, il reste pour parler de la mémorisation et puis de la créativité. J'ai dit dans notre enseignement, ce qui manque, c'est la créativité. Notre cerveau est créatif, naturellement créatif. C'est que l'enseignement doit être basé sur la créativité. Laisser les élèves à restructurer les cours, à les comprendre de leur manière. Je vais en parler lorsque je vais donner des méthodes pour la mémorisation. Allez, je vous aime beaucoup. Si vous avez des réactions, des opportunités, comment réagir, comment répondre par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous avez aussi votre point de vue. Écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi par WhatsApp. Plus 243 99 10 51 600. Plus 243 99 10 51 600.
écrivez-moi par WhatsApp, on peut s'échanger, on peut, c'est ça la science, hein, je suis ouvert, on peut toujours, vous pouvez aussi me corriger pour dire que non, c'était pas ça, c'est comme ça, et nous allons, je vous aime beaucoup. Les livres est sur entrez sur Amazon, sur Google, écrivez seulement livre de Dr Julius, vous verrez mes livres, choisissez les livres, apprendre pour réussir, vous allez apprendre tout ça, et avec mes explications, ça sera encore formidable.